Bienvenue à cette visioconférence. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la carie dentaire avec un volet prévention afin d'évoquer également l'influence de l'alimentation. C'est une action proposée par la MFP, Mutualité de la fonction publique, fédération de 18 mutuelles de fonctionnaires, et l'ARCEP Auvergne, Association régionale santé, éducation et prévention sur les territoires Auvergne. Ce partenariat contribue au développement des actions complémentaires de prévention à l'intention des retraités. C'est donc par l'intermédiaire de votre mutuelle ou de votre caisse de retraite que vous avez été invité à participer à cette action. Cette visioconférence est donc ouverte à tous les retraités. Je suis Hervé Missistrano, docteur en chirurgie dentaire, et j'interviens aujourd'hui au titre de la MFP. Donc nous allons aborder la carie dentaire et le lien avec l'alimentation. Donc la carie dentaire, je vais essayer de vous donner une petite définition de la carie et vous expliquer exactement en quoi cela consiste. Nous allons voir que cela se soigne, qu'il y a des conséquences sur l'état général s'il n'y a pas de soins. Il y aura une petite session de questions et ensuite nous verrons comment prévenir la carie et nous aborderons le sujet de l'alimentation qui, vous le verrez, a une certaine influence sur l'apparition des caries dentaires. On aura une dernière phase de questions et je vous remercie de bien vouloir répondre à notre courte enquête de satisfaction qui interviendra à la fin de la conférence. 2 engagements de ma part avant de débuter. Je vous certifie que vous n'aurez aucune douleur et que les images que vous allez voir ne seront pas choquantes et qu'elles ne vous feront pas faire de cauchemars cette nuit. Petit rappel sur la dent. La dent est donc constituée d'émail que vous voyez ici, c'est l'extérieur de la dent. La dent elle-même, c'est de la dentine ou de l'ivoire. Et à l'intérieur de cette dent, vous avez le nerf ou la pulpe, c'est un paquet vasculo-nerveux qui permet de nourrir cette dent. Cette dent est donc dans la gencive par l'intermédiaire de la gencive, la muqueuse gingivale qui est à l'extérieur et de l'os sous-jacent. Il existe 3 motifs de perte de l'organe dentaire que sont la carie, les maladies de gencive et pour les vraiment malchanceux, les 2 maladies à la fois, savoir la carie et les problèmes parodontaux. Comment pouvons-nous définir la carie? La carie est une maladie chronique d'origine bactérienne qui ramollit les tissus durs de la dent et les détruit. Nous allons détailler, mais il n'y a aucune inquiétude, chacun de ces termes. Donc les tissus durs de la dent, nous sommes bien d'accord, ce sont l'émail, l'extérieur de la dent et la dentine. Contrairement à la maladie parodontale, dont la petite définition est une maladie chronique d'origine également bactérienne, qui cette fois-ci atteint les tissus de soutien de la dent. Donc les tissus de soutien de la dent, vous l'avez compris, c'est la muqueuse gingivale et l'os sous-jacent. Revenons à la carie dentaire. Il faut savoir que c'est quand même le 4e fléau mondial reconnu et classé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie qui génère des douleurs, potentiellement des infections. Ça entraîne une baisse de l'efficacité masticatoire parce que quand les dents sont cariées, il est beaucoup plus difficile de s'alimenter. Ça peut générer des infections à distance, nous allons le voir. Souvent, il y a également un préjudice esthétique en plus du préjudice fonctionnel et pour restaurer les dents cariées ou délabrées, les dépenses sont souvent importantes. Donc, on en revient toujours à cette dent, l'émail, la dentine, le paquet vasculo-nerveux et les méchantes bactéries qui attaquent cette dent. Alors, je vous propose, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, un petit quiz. Les affirmations sont les suivantes. Quelles sont donc les affirmations vraies sur la carie parmi les suivantes? La carie est une maladie contagieuse. Les caries des seniors sont différentes des caries des juniors. Seul l'apport en fluor protège des caries. Toutes les caries génèrent des douleurs. Avec une couronne, il n'y a plus de risque de carie. Et les caries ne mettent jamais en jeu le pronostic vital. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions au cours de la conférence. Donc, on revient sur cette définition. La carie est une maladie chronique d'origine bactérienne qui ramollit les tissus durs de la dent. Pourquoi chronique? C'est une maladie d'évolution lente.
la carie ne se développe pas en 2 jours. Pour qu'une carie se développe, généralement, c'est sur un délai minimum de 6 mois. Et cette maladie est chronique également parce qu'elle est incurable. Les tissus détruits, donc essentiellement l'émail et la dentine, ne peuvent se régénérer. On ne pourra que remplacer les tissus perdus, vous verrez comment par la suite. D'origine bactérienne, c'est donc une bactérie particulière qui s'appelle, pour ceux qui s'y intéressent, le Streptococcus mutans, qui va attaquer en premier lieu l'émail de la dent. Et qui dit bactérie dit forcément une maladie contagieuse liée à un type particulier de bactérie qui est donc transmissible par les échanges de salive. On va faire un petit aparté. Par exemple, la maman qui goûte la nourriture dans ce geste qui est quand même assez émouvant, qui goûte ce qu'elle va donner à manger à son bébé, si elle fait ça avec la cuillère avec laquelle elle va nourrir le bébé, elle va lui transmettre les bactéries cariogènes. Et cette maladie, la carie, est aggravée par certains facteurs que sont la prédisposition génétique, à savoir que vous avez des individus qui n'auront que exceptionnellement des caries parce que génétiquement, les dents sont en situation de se défendre contre cette bactérie. Et bien sûr, le deuxième facteur aggravant la situation, c'est la mauvaise hygiène. Donc, les bactéries vont détériorer les tissus durs de la dent, l'émail et la dentine. J'insiste lourdement, mais c'est pour vous montrer cette petite série d'images sur laquelle vous avez ici, sur la gauche, une dent qui est indemne de carie. Donc, vous avez compris l'émail, la dentine, la pulpe. La carie va toujours commencer par une attaque de l'émail. Et ensuite, les bactéries vont se développer sous l'émail pour attaquer la dentine, qui est leur mets favori. Alors, je vous ai mis sur la droite une image relativement soft où vous voyez une dent qui est attaquée par une carie qui est déjà quand même de bon volume. Comment peut-on soigner une carie que je qualifie dans ce cas-là de simple? L'idée, ça va être de retirer tout le tissu qui est atteint par les bactéries, nettoyer la cavité et reboucher la cavité en donnant une forme à l'identique de ce qu'il y avait auparavant. Et les matériaux utilisés, classiquement, c'était avant le plombage qu'on appelle un amalgame. Et vous voyez ici sur la photo qui est en bas à droite, l'amalgame qui reconstitue la dent avec les volumes initiaux. Donc, le nerf de la dent n'est pas touché et on n'est pas trop en profondeur. Bien sûr, ce n'est pas très esthétique, même si c'est très résistant et que les amalgames peuvent durer des années. Donc, on a mis au point une autre restauration de type composite qui est beaucoup plus esthétique. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli, qui a presque les mêmes propriétés que l'amalgame, mais malheureusement pas tout à fait. Donc ici, je vous ai mis deux photos pour que vous puissiez voir la différence entre les amalgames, les plombages et les restaurations à l'aide de composites. Si les caries sont de plus gros volume, un matériau qui est donc tassé en bouche, foulé et qui durcit en bouche est plus délicat à manipuler. Donc, il est possible de réaliser des inlay-onlay, ce sont des prothèses. Donc, c'est bien une prothèse qui est réalisée dans un laboratoire de prothèses qui va venir s'insérer dans la cavité qui a été préparée et qui va être scellée. Donc, ce n'est pas une restauration foulée, c'est une restauration scellée. Là, vous avez un inlay parce que les parties importantes de la dent, que sont les pointes cuspidiennes, ne sont pas atteintes. Par contre, si les pointes sont atteintes, s'il y a une plus grosse perte de substance, on va donc remplacer ça par un onlay. Et sur la photo qui est au centre, vous avez un onlay en or jaune, un peu ancien. Et aujourd'hui, on met un onlay en céramique ou en composite. Et vous voyez ici que le volume perdu est beaucoup plus important. Donc, c'est la raison pour laquelle il est préférable d'avoir une restauration qui est scellée, parce qu'il serait très difficile de tasser du matériau en bouche sans que ça vienne comprimer la gencive. Maintenant, nous allons aborder le sujet de la carie complexe. La carie complexe, donc on a toujours les trois petites images qui sont sur la gauche, et la carie est devenue tellement importante qu'elle est venue qu'elle a atteint le paquet vasculo-nerveux. Alors, bien sûr,
à ce niveau-là, les douleurs sont en principe très intenses. Et si on ne fait rien, cette partie du paquet vasculo-nerveux va se nécroser et générer potentiellement, vous allez le voir sur l'image d'après, des infections à l'extrémité de la racine. Voilà. Ici, sur l'image du milieu, vous avez l'extrémité de la racine qui est atteinte et je vous ai pris ici une radio d'une grosse carie qui ressemble beaucoup à l'image que l'on avait là, avec une atteinte à l'extrémité de la racine qui est soit ce qu'on appelle un granulome, c'est-à-dire que c'est encore une situation qui est réversible, soit un kyste, parce qu'il y a une membrane qui entoure un sac qui est présent à l'extrémité de cette racine qui est plein de bactéries. Donc, un autre schéma, vous voyez ici une petite carie qui fuse, qui atteint la pulpe de la dent. Les bactéries finissent par gagner le paquet vasculo-nerveux et on en arrive à l'abcès. Donc, ça peut aller jusqu'à la joue gonflée et jusqu'à l'hospitalisation dans les cas très graves. Pour traiter cette carie complexe, il n'y a pas 36 solutions. La première chose, c'est d'atteindre la pulpe, le nerf de la dent, de faire une éviction du nerf de la dent et d'obturer la dent par une pâte étanche. Même chose sur une dent qui a plusieurs racines comme une molaire. On fait une grande cavité, une chambre d'accès, nettoyage des canaux et reconstitution, obturation des racines avec une pâte médicamenteuse. Et par-dessus, on va voir ici sur ce schéma qu'une fois que la dent a été dépulpée, traitée, elle est fragile, elle risque de se fracturer. C'est la raison pour laquelle toute dent dévitalisée nécessite d'être couronnée. Mettre une couronne sur une dent dévitalisée, c'est également faire de la prévention selon moi. Alors, on aborde le sujet d'une couronne. La couronne, c'est une prothèse fixe, puisque quand elle a été mise en bouche par le praticien, normalement, elle ne bouge plus de la bouche et vous n'avez à faire que de l'entretenir comme si c'était une de vos dents. Donc, la brosser régulièrement, on verra ça au cours de la conférence. La racine de la dent persiste, puisque vous voyez bien que la couronne vient s'insérer sur la dent résiduelle, ce qui reste de la dent. Ça va nous permettre de reconstituer ou de consolider cet organe dentaire qui était délabré ou fragilisé. Dans la plupart des cas, la dent doit être dévitalisée. Dans certains cas, il est possible de poser des couronnes sur des dents qui sont encore vivantes quand elles sont relativement délabrées, mais que le nerf de la dent n'a pas été atteint. Et les couronnes existent en différents matériaux, que ce soit des couronnes en métal, c'est pas très esthétique, même si c'est fonctionnel, ou des couronnes tout céramiques, et entre les deux, des couronnes céramo-métalliques quand on a une armature en métal sous la porcelaine. Maintenant que nous avons vu comment se constituent les caries et comment on peut les soigner, nous allons voir pourquoi il est important de faire de la prévention, puisque la prévention est l'unique moyen de conserver ses dents. Je vous ai dit tout à l'heure, une carie, ça génère souvent des douleurs. Mais en plus des douleurs, nous devons faire face à des problèmes dorsaux, des douleurs dorsales, parce que si on a un déséquilibre au niveau de la fermeture des maxillaires, donc si on met la mandibule contre le maxillaire quand vous serrez les dents et qu'on n'a pas une situation qui est stable, vous allez développer des parafonctions, vous allez bouger inconsciemment la position de la tête par rapport au rachis et vous allez avoir des douleurs dorsales. Et vous avez vu tout à l'heure que si on ne soigne pas la carie avant que la pulpe soit atteinte, on risque des infections. Alors, je reviens sur le cycle des infections qui peuvent générer, en plus des douleurs, bien sûr, des tendinites et aggraver certaines maladies chroniques. Nous le verrons tout à l'heure. Ça peut aller jusqu'à engager le pronostic vital. Donc, une dent qui s'infecte, on a dans un premier temps ce que l'on appelle un granulome, un foyer infectieux inflammatoire. Si l'on ne fait rien, on peut passer au stade de l'abcès. Et quand l'abcès persiste pendant un moment, on passe au stade du kyste parce qu'il va y avoir une membrane qui va se développer autour et il n'y a que l'exérèse chirurgicale ou l'extraction. Alors, j'ai parlé de l'incidence des problématiques de la carie sur l'état général. C'est vrai dans le cas des maladies chroniques,
Alors, je vous ai pris ici l'exemple du diabète. Il est évident que chez un diabétique qui est a fortiori pas forcément bien équilibré, les complications infectieuses sont plus importantes parce que la présence de sucre fait que les infections se développent beaucoup plus rapidement. D'autre part, si la personne est diabétique, le sucre qui est également présent dans la salive va alimenter à nouveau les bactéries qui vont développer des caries encore plus rapidement. Et puis, secondairement, il y a toujours le risque parodontal, puisqu'on a un problème d'infection, ça peut atteindre la gencive, une perte du volume osseux, et le surcroît, c'est que en période infectieuse, quelle que soit l'infection, pas forcément au niveau dentaire, mais même si vous avez une infection au niveau pulmonaire, vous risquez de déséquilibrer votre glycémie, enfin la glycémie du diabétique est déséquilibrée dans l'état d'infection. Autre maladie chronique, alors je vous ai pris comme ça quelques exemples de maladies chroniques. Autre maladie chronique, la dépression. Il se trouve que le sujet déprimé voit une modification de la qualité de sa salive et de la quantité de salive sécrétée, ne serait-ce que par les médications qui sont prises. Les antidépresseurs agissent vraiment sur la quantité et la qualité de la salive. Souvent, dans les cas de dépression, on a une hygiène dentaire qui est moins scrupuleuse, donc les bactéries sont présentes en plus grand nombre. Et puis, chez certains, on a une alimentation un petit peu moins raisonnable, plus à base de choses qui peuvent faire plaisir, comme malheureusement toujours le sucre. Autre maladie chronique, l'ostéoporose. Dans l'ostéoporose, il est souvent prescrit des biphosphonates. Et quand on a un os de mauvaise qualité, il y aura généralement des complications au niveau du support osseux, à savoir que les cellules osseuses vont moins bien se reconstituer. Si les cellules osseuses se reconstituent moins bien, dans le cas des extractions, les suites opératoires peuvent être très complexes. Autre maladie chronique, les cas de cancer. Alors, je vous ai fait un petit alinéa un peu différent en vous expliquant également que les caries peuvent être à l'origine de certains cancers. Si vous vous trouvez en bouche avec une dent qui est coupante, vous allez pouvoir vous blesser à plusieurs reprises, soit la langue, soit les joues, et ça peut générer à la longue certains cancers. D'autre part, dans le traitement des cancers, que ce soit la chimiothérapie qui, comme les antidépresseurs, agit sur la quantité, sur la qualité de la salive, la radiothérapie va fragiliser l'émail des dents et nous allons nous trouver face à des complications au niveau du support osseux parce que les radiothérapies vont abîmer la régénération des cellules osseuses. Même chose, comme dans le cas précédent, les extractions vont être très délicates et les suites opératoires seront complexes. Dernière chose que je n'ai pas abordée sur ce schéma, c'est aussi le problème des nausées avec la chimiothérapie. Puisqu'à chaque fois que vous avez des nausées, vous allez forcément avoir de l'acide en bouche. Et vous verrez tout à l'heure que c'est problématique vis-à-vis de la prévention des caries. La zone acide, c'est la zone la plus dangereuse. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, voir les réponses au quiz. Donc, les affirmations vraies, c'était la carie est une maladie contagieuse. Vous l'avez compris puisque c'est une maladie qui est générée par des bactéries. Et les caries des seniors sont différentes des caries des juniors parce que chez les juniors, les caries se développent très rapidement sur 6 mois, on est bien d'accord. Chez les seniors, les caries se développent sur plus de 6 mois. Une carie de senior, ça se développe sur 1 an, sur 18 mois. Je vous avais demandé si l'affirmation était vraie quand on parle que seul l'apport de fluor protège des caries. Non, nous verrons avec l'alimentation qu'il y a des aliments qui peuvent protéger des caries en dehors du fluor et que l'hygiène est très importante. Toutes les caries génèrent des douleurs, pas forcément chez certaines personnes qui sont peu sensibles à la douleur, ça peut passer inaperçu. Je précise sur l'affirmation 5 que ce n'est pas parce qu'une dent est couronnée qu'il n'y aura plus jamais de carie. Il peut y avoir une récidive de carie sous la couronne et sans douleur puisque la dent a été dévitalisée. Et vous avez compris, quand on a abordé
les incidences sur les maladies chroniques que les caries peuvent mettre en jeu le pronostic vital. À savoir que la présence de bactéries peut aller jusqu'à générer des pneumopathies qui peuvent dégénérer en pneumonie, en éventuellement un abcès pulmonaire, et là, le pronostic vital est mis en jeu, au même titre que les bactéries qui peuvent emprunter la circulation sanguine et aller se fixer au niveau des valves cardiaques. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Avoir une carie, c'est toujours s'exposer à un risque. Alors, Bastien, si tu veux bien, on va peut-être passer au premier sondage. Donc là, vous avez 5 questions auxquelles je vous serais reconnaissant de bien vouloir répondre parce que ça va pouvoir nous permettre de passer à la suite et de vous donner quelques petites explications. Donc, la première question, c'est ressentez-vous des douleurs dentaires? Je vous précise que le sondage est anonyme. Quand vous donnez la réponse, on n'a pas votre nom. À ce jour, combien avez-vous de dents soignées hors les dents couronnées? Troisième question, avez-vous en bouche des dents qui ont été traitées et dévitalisées? Quatrième question, avez-vous en bouche des dents couronnées? Et cinquième question, avez-vous en bouche des dents absentes? Alors, on va étudier un petit peu vos réponses au sondage. Donc, je vois qu'il y a 20% des gens qui ont répondu qui ont des douleurs dentaires. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller consulter puisque vous avez pu, j'espère, comprendre à travers de ce que nous avons abordé jusqu'à présent qu'une douleur dentaire, c'est pas normal et ça peut être dangereux. À ce jour, combien de dents avez-vous soigné hors dents couronnées? Je constate que 40% des gens ont entre 4 et 6 dents soignées et que, en fait, à part une personne qui ne sait pas, tout le monde a des dents soignées en bouche. Ce qui est quand même la preuve que les caries se développent chez tout le monde. Donc, pour ce qui est des dents dévitalisées, je vois quand même que 60% des gens ont des dents dévitalisées, ce qui est considérable. Des dents couronnées, 80%. Alors, c'est bien parce que vous avez fait de la prévention en mettant une couronne sur les dents qui étaient fragilisées. Et des dents absentes, ça représente 40%. Donc, c'est quand même important. Voilà pour ce sondage qui permet d'éclairer un petit peu la situation. Ce que je vous propose, c'est de mettre fin au sondage et de passer à la suite. On arrive bientôt aux questions si vous en avez, ne soyez pas inquiets. Peut-on prévenir l'apparition d'une carie? En tant que dentiste, je vais vous dire la réponse, c'est oui. Comment faire de la prévention? C'est en se penchant sur ce schéma que vous voyez ici. Vous voyez que la carie dépend de 4 facteurs. Pour qu'on ait une carie, ça paraît évident, il faut qu'on ait une dent. Vous avez compris que la carie était liée à des bactéries, que l'alimentation joue un rôle et que pour qu'une carie apparaisse, il faut que ces 3 facteurs soient présents pendant un certain temps ensemble. Donc l'idée, ça va être de jouer sur ces 4 facteurs. Pour ce qui est de la dent, on va la renforcer à l'aide de fluor. Pour ce qui est des bactéries, vous allez voir qu'on va les éliminer par l'hygiène locale, donc avec du brossage. Pour ce qui est des aliments, nous allons voir qu'il faut modifier un petit peu son alimentation pour se mettre hors de la zone de carie. Et pour ce qui est du temps, vous verrez qu'il faut éviter de grignoter. Alors, vous avez donc cette prévention de masse que l'on vient d'aborder. On renforce la dent à l'aide de fluor. On fait une surveillance chez votre chirurgien dentiste. On fait un brossage efficace et on fait attention à l'alimentation. Ça, c'est une prévention de masse. Moi, je préférerais qu'on parle de prophylaxie dentaire individualisée, c'est-à-dire de prévention individuelle, en raisonnant en termes de risque, parce que le risque de chacun est différent. Donc, on va évaluer le risque. Est-ce qu'on a un risque carieux ou est-ce qu'on a un risque parodontal? On va gérer ce risque et le réduire à minima. Et une fois qu'on sera à un niveau minimum de risque, on va faire de la maintenance
pour éviter que de nouvelles caries apparaissent. Donc, revoyons ce schéma de case et abordons déjà le problème de la dent, puisque j'ai parlé de fluor. L'idée, c'est qu'une carie apparaît quand l'émail de la dent est poreux. Il faut voir que l'émail de la dent est fait de petits canaux qui s'appellent des tubuli. Et quand l'émail se déminéralise en surface, les tubuli vont s'ouvrir. Donc, les bactéries vont pouvoir entrer et détruire l'émail et atteindre la dentine. L'idée, ça va être de reminéraliser l'émail et de boucher ces petits tubuli essentiellement à l'aide de fluor. C'est la raison pour laquelle, pour les enfants, on leur prescrit, quand ils sont petits, on leur prescrit du fluor, moins maintenant dans le biberon parce qu'on s'est aperçu que le lait neutralisait le fluor, c'était pas une bonne idée. Par contre, du fluor, on en trouve essentiellement dans le sel fluoré, dans les eaux de boisson et dans les dentifrices. Donc le fluor va reminéraliser les dents. Agissons maintenant sur les bactéries. Les bactéries, ce sont l'ennemi de vos dents, il faut les éliminer. Alors, pour les éliminer, il faut savoir où elles se trouvent, et c'est généralement à la base de la couronne, à la jonction entre la dent et la muqueuse gingivale, que se déposent les bactéries, que se dépose la plaque dentaire. Quand on est à l'état de plaque dentaire, c'est quelque chose qui est souple et qui peut s'éliminer. Par contre, si la plaque dentaire se calcifie, cela devient du tartre. Le tartre, c'est de la plaque calcifiée où vivent les bactéries. Elles ont des petits logements et elles nichent à l'intérieur du tartre. La plaque dentaire que je viens d'aborder, c'est donc une pellicule collante qui va s'accumuler à la base de la dent. Vous voyez sur la photo en bas à droite, ici, sous la flèche, je pense que vous voyez, les dépôts de plaques qui viennent se mettre à la jonction entre la dent et la gencive. Donc, cette plaque dentaire va adhérer à la surface de la dent. Elle est composée, vous avez compris, de bactéries, mais qui sont à la fois aérobies, c'est-à-dire qui vivent avec de l'oxygène, ou anaérobies qui vivent sans oxygène, ce qui fait qu'elles peuvent très bien se développer, même si elles sont enfouies. On n'abordera pas aujourd'hui le sujet de la maladie parodontale, mais si elles sont sous la gencive, elles peuvent continuer à se développer. Et en plus de cette pellicule blanchâtre, à l'intérieur, on a des protéines salivaires avec du sucre et des acides. C'est la raison pour laquelle l'émail peut se déminéraliser et que les bactéries vont trouver une porte d'entrée pour aller atteindre la dentine. Le tartre, je vous ai donc expliqué que c'était de la plaque dentaire qui était calcifiée. Donc, c'est de la plaque qui durcit, qui se colle aux dents. Et il faut savoir que l'accumulation de ce tartre varie considérablement d'une personne à une autre. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Si le sujet est amené à parler souvent et longtemps, donc on a une salive qui est un petit peu modifiée, ou des sujets qui ont des problèmes de sécrétion salivaire insuffisante, ça va permettre un développement plus important de la plaque dentaire, ou une salive qui est un peu plus visqueuse. Tout ça va conduire à la formation de tartre. Alors, c'est quoi une bonne hygiène dentaire? Selon moi, pour avoir une bonne hygiène dentaire, il faut commencer par évaluer la quantité de plaques présentes, la visualiser. Cela va permettre de pouvoir constater l'élimination de cette plaque dentaire et donc de mettre en évidence votre efficacité de brossage. Comment fait-on ça? Alors, à l'aide d'une sonde, votre praticien va aller regarder sur, par exemple, 5 dents pour avoir un score sur 20, sachant que sur chaque dent, on a 4 faces, donc ça nous fera un score sur 100. Est-ce qu'il y a de la plaque ou pas? Et donc, s'il y a une présence de plaque, on compte 1. S'il n'y a pas de présence de plaque, c'est 0. Et en fonction de ça, on va pouvoir avoir un indice de plaque. Alors, je vais prendre un exemple. On va dire que sur les 5 dents prises en compte,
Donc, sur 20 au total, si on multiplie par les 4 faces, si vous avez 12 faces où il y a de la présence de plaques dentaires, ça veut dire que vous avez un brossage qui est efficace qui est efficace à 40% seulement. Vous avez 60% des faces dentaires qui sont pleines de plaques. C'est comme ça qu'on peut identifier la présence de plaques et qu'on va pouvoir contrôler pour l'éliminer. Pour éliminer la plaque dentaire et vous aider, il existe des moyens que sont les révélateurs de plaques. Alors, vous en avez soit coloré à base d'éosine, où vous voyez ici que l'éosine va venir se fixer partout où on a de la plaque dentaire ou du tartre. Et si on ne veut pas sortir du cabinet dentaire dans cette situation-là, le praticien peut utiliser des révélateurs de plaques fluorescents. Et sous lumière fluorescente, on va voir apparaître la plaque dentaire. Donc, pour éliminer la plaque, c'est la partie la plus importante. Il n'y a que le brossage. Quand on est au niveau du tartre, c'est le praticien. Donc, la plaque, vous avez bien sûr vos brosses à dents, qu'elles soient manuelles ou électriques, du dentifrice, des bains de bouche, le fil dentaire, les brossettes interdentaires et éventuellement les hydropulseurs. Voilà tout l'attirail dont vous disposez pour pouvoir éliminer cette plaque. Le détartrage, donc l'élimination du tartre, c'est un acte qui est réservé aux professionnels, aux dentistes, parce qu'on va utiliser des ultrasons et il faudra toujours que ce détartrage soit suivi d'un polissage, parce que si la surface des dents n'est pas lisse, la plaque dentaire va venir s'agréger à nouveau et on aura tout perdu. Nous en arrivons à vos questions. Donc là, on va pouvoir, Bastien, si tu veux bien, prendre en considération les gens qui vont lever la main à l'aide de la petite main jaune qu'on peut trouver en haut du pavé Zoom. J'aurai tout à l'heure une autre phase de questions possible. Je n'arrive pas, même avec une mini brosse, à brosser entre les dents. Alors, pour brosser entre les dents, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'utiliser des brossettes adaptées. Vous avez, dans les brossettes interdentaires, vous avez différentes longueurs et différents diamètres. Ça va vous permettre de pouvoir choisir en fonction de l'espace que vous souhaitez nettoyer entre les dents, la brossette la plus adaptée. Il est possible, dans certains cas, d'utiliser pour une même personne 2 brossettes, une avec un diamètre plus important que l'autre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai des brossettes, mais ça ne marche pas. Alors, est-ce que vous avez essayé l'hydropulseur aussi? Parce que, alors, l'hydropulseur est un très bon complément pour pouvoir éliminer les aliments. Et quand il n'y a plus d'aliments, vous pouvez, avec les brossettes, passer la brossette et normalement, la plaque dentaire, tant que ce n'est pas du tartre, il est possible de la retirer. Donc, j'attends d'autres questions. On va voir sur le sondage prévention. Quelle est la fréquence de vos consultations chez le dentiste? C'est la première question. La deuxième question, c'est quel est le type de brosse à dents que vous utilisez? Est-ce que c'est une brosse souple, médium, dure ou électrique? Voilà. La troisième question, c'est quelle est votre fréquence de brossage? La quatrième question, c'est quelle est votre fréquence de changement de brosse à dents? Et la cinquième, c'est est-ce que vous souffrez d'une ou plusieurs maladies chroniques? Je précise que pour le brossage, ce qui est préférable, c'est d'avoir un brossage 3 fois par jour en éliminant la plaque. C'est vraiment l'efficacité qui prime plus que la quantité du brossage. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous ayez 2 brossages par jour efficaces que 3 brossages inefficaces. Il y a une personne qui va 2 fois par an, c'est encore mieux et c'est ce que je recommande.
Et il y a l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui va plus de 2 fois par an. Je pense que c'est parce qu'il y a des problèmes particuliers et que c'est le praticien qui l'a suggéré. Alors, je vois que les 3/4 d'entre vous utilisent une brosse souple. Sachez que personnellement, je trouve que ce n'est pas la brosse la plus appropriée parce que la brosse souple ne va pas retirer la plaque dentaire. Il faut savoir qu'une gencive qui saigne est une gencive où le brossage qui a précédé n'était pas suffisamment efficace, ce qui sous-entend qu'il y a une inflammation et que c'est la raison pour laquelle la gencive va saigner. Alors, il ne faut pas rentrer dans ce cercle qui est un mauvais cercle où on se dit parce que ça a saigné quand j'ai brossé, je vais utiliser une brosse souple et je vais brosser moins fort la fois d'après, puisque si j'utilise une brosse souple et que je brosse moins fort la fois d'après, la plaque dentaire va s'accumuler, l'inflammation va augmenter et ça va saigner encore plus vite. Et on n'aura pas retiré la plaque. Il faut inverser ce cercle pour entrer dans un cercle vertueux. Il y a une inflammation, je frotte, j'élimine la plaque et les saignements vont disparaître. Donc vraiment, personnellement, je vous déconseille les brosses souples, au moins des médiums. Les brosses dures, ça ne peut être qu'un usage ponctuel parce que sinon, vous allez abraser vos dents. Vous allez user la surface de vos dents. Troisième question, je vois que tout le monde se brosse au moins 2 fois par jour et une personne 3 fois par jour. C'est très bien là-dessus. J'ai rien à dire, surtout si c'est efficace. Je vois que tout le monde change sa brosse à dents au moins tous les 2 mois. C'est vraiment la durée maximum. Je préconise plutôt, même si classiquement on dit qu'il faut changer tous les 2-3 mois, moi je préconise plutôt tous les mois parce qu'il faut que la brosse garde une certaine rigidité. Et avec le temps, quand les poils commencent à se recourber, il n'y a plus d'efficacité sur la brosse. Et je vois qu'il n'y a qu'une personne qui a une classification d'affection longue durée, et que sinon tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de maladie chronique, c'est très bien. Voilà, on va mettre fin au sondage. Et si vous le voulez bien, on va reprendre. On revient sur ce schéma de case. On va aborder dans un premier temps l'alimentation et dans un deuxième temps cette notion de temps. Donc, peut-on prévenir l'apparition d'une carie par une action sur l'alimentation? Vous avez compris que ma réponse, elle va être oui. Déjà, parce qu'on peut prévenir à chaque moment de la vie. Ça commence avant la naissance, c'est-à-dire que l'alimentation de la femme enceinte va déjà influencer la qualité des dents de l'enfant, puisque les dents de l'enfant vont commencer à apparaître, enfin au moins à se développer à partir du 2e mois de grossesse. Et une alimentation équilibrée peut fournir tous les éléments nutritifs dont a besoin le bébé pour se développer et avoir une dentition en bonne santé, à savoir les protéines, du calcium, puisque c'est l'hydroxyde de calcium qui constitue l'émail, de la vitamine C et de la vitamine D. Donc ça commence déjà pendant la grossesse. De la naissance à 6 mois, le lait maternel va fournir au bébé tous les éléments nutritifs pour former de belles dents, puisque la minéralisation de la dent de 6 ans, qui est la première molaire définitive, commence le jour de la naissance. D'autre part, le mouvement de succion va permettre de développer les mâchoires, et quand les mâchoires sont convenablement développées, on a moins de malposition dentaire, donc c'est plus facile de brosser les dents. Comme c'est plus facile de brosser les dents, il y a moins de plaques dentaires, moins de tartres, moins de bactéries. Pendant l'enfance et l'adolescence, il faut une alimentation équilibrée. Ça va jouer un rôle important dans la formation des dents permanentes, puisque je vous ai expliqué que la première molaire, la dent de 6 ans, qui donc apparaît à 6 ans sur l'arcade, commence sa minéralisation le jour de la naissance. Et puis, l'alimentation va commencer à jouer un rôle important pendant l'enfance,
puisque vous verrez tout à l'heure que si vous prenez trop de soda, trop de boissons sucrées et acides, on court à la catastrophe. Et en ce qui concerne l'adulte, il est nécessaire d'avoir une alimentation riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments, donc avoir une alimentation équilibrée. Sachez que bien mastiquer, c'est aussi lutter contre les caries. Pourquoi? Parce que mastiquer, ça va permettre de sécréter de la salive. La salive, c'est ce liquide biologique qui est sécrété par les glandes salivaires à l'intérieur de la bouche et qui va permettre de commencer la digestion des aliments et conjointement à cette digestion des aliments avec la salive, ça va permettre d'évacuer les bactéries puisque la salive possède des propriétés désinfectantes et antimicrobiennes. Normalement, la salive a un pH, un degré d'acidité qui est situé entre 6,5 et 7,4. Nous verrons tout à l'heure plus précisément ce que j'entends par degré d'acidité. Sachez que le sucre va favoriser, on en a parlé tout à l'heure, le développement des bactéries dites cariogènes qui, en se nourrissant de sucre, vont produire des acides. Et ce sont ces acides qui vont déminéraliser la surface de l'émail de la dent, ouvrant les tubuli, vous vous souvenez de cette petite diapositive, qui va permettre aux bactéries d'entrer à l'intérieur de l'émail et d'aller s'attaquer à la dentine. D'autre part, une mastication suffisante va générer une alcalinisation, c'est-à-dire une remontée du pH du degré d'acidité grâce à la salive. Et donc, on va neutraliser cette acidité. Alors, je vous ai mis ici un petit schéma d'une pyramide alimentaire où vous avez quasiment l'intégralité des aliments dont nous disposons. Donc, dans les boissons, sachez qu'en dehors du thé, du café sans sucre et de l'eau, vous verrez tout à l'heure que toutes les boissons contiennent du sucre. Mais en dehors des boissons, tous les aliments contiennent du sucre et a fortiori, les aliments qui sont préparés, les aliments qui sont les aliments industriels. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, quand on aura passé le quiz, vous verrez où on en est au niveau du sucre. On a un petit quiz ici encore pour voir, selon vous, les aliments qui protègent de la carie. Quels sont-ils? En 1, le chocolat, ce qui protège de la carie. En 2, les sodas sans sucre. En 3, les pommes. En 4, le jus de citron. En 5, les chewing-gums. En 6, les carottes. Et en 7, les bananes. Je vous disais, voilà un petit bilan de sucre que vous pouvez tous aller consulter sur Internet si ça vous amuse, puisque c'est le site, vous l'avez ici, c'est sugarstacks.com, où vous aurez l'équivalent en sucre, en morceaux de sucre présent dans un aliment. Donc, dans une canette de soda, là, c'est 33 centilitres, et là, c'est 50 centilitres. Vous voyez la quantité de sucre? Alors, vous vous dites, bon, c'est normal, c'est du soda, c'est un cola quelconque, c'est normal, c'est très sucré. Et en plus, entre parenthèses, c'est acide. Mais c'est la même chose pour les jus de fruits, même si c'est du pur jus de fruits, puisqu'on a du sucre qui est présent. Alors, je vous accorde que le sucre qui est présent dans le jus de fruits, ce n'est plus du saccharose, mais c'est du fructose. Donc, c'est un peu moins cariogène, mais regardez quand même la quantité de sucre présent. C'est très important. Alors là, on rentre dans des délires que sont la crème glacée. Là, il y a juste une cuillère de crème glacée. Là, vous avez un petit pot de crème glacée. Et puis les barres énergétiques, vous voyez où on en est. Même chose pour ces boissons qui sont vendues dans des grandes chaînes. Mais au moins, ça va vous permettre de fixer les idées. Donc, on a vu que ce qui était important, c'était le type d'aliments. On va agir sur les aliments qui vont être absorbés. Et je vous ai parlé du temps, donc sur la fréquence dans l'espace temporel où on peut avoir une action. Donc, on revient sur cette pyramide alimentaire. Je souligne toujours que le thé, le café sans sucre et l'eau sont les seules boissons qui ne contiennent pas de sucre. Quand vous voyez ici un rayon d'une supérette, vous pouvez regarder, il y a du sucre
partout. À tel point qu'on trouve sur Internet des petites images comme ça où vous ne voyez que du sucre à l'intérieur du verre avec une petite paille. Ce qui est le plus dangereux, on va le voir tout à l'heure, c'est le sucré acide. C'est pire que tout. Parce que ça soit sucré, c'est déjà une chose, mais si en plus c'est acide, vous avez compris, puisque j'insiste lourdement depuis tout à l'heure, que quand on est en milieu acide, l'émail va se déminéraliser et que les bactéries peuvent attaquer la dent. Alors, faisons le tour des aliments solides déjà. Alors, il y a des fruits qui contiennent peu de sucre. Vous avez ici sur le petit schéma, vous voyez qu'effectivement, intuitivement, on se dit que le citron, c'est pas très sucré, même si c'est acide. Il y a 2,5 grammes pour 100 grammes de citron. Mais dans les groseilles, il y a un peu de sucre, le pamplemousse, et puis ça augmente comme ça jusqu'aux framboises et aux canneberges, les cranberries. Ça, ce sont des fruits qui contiennent peu de sucre. Vous avez ensuite des fruits qui contiennent énormément de sucre, à commencer par la banane, qui est le fruit qui contient le plus de sucre, la figue, tout ça c'est un peu intuitif normalement. La pomme, l'ananas, la pomme a un statut un petit peu particulier, on va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, il y a du sucre dans tous les fruits. Je vous disais que la pomme avait un statut un petit peu particulier. La pomme, même si elle est sucrée, est un bon aliment parce qu'il y a beaucoup de fibres et que ces fibres vont nécessiter que vous croquiez la pomme et ça va faire un nettoyage mécanique de vos dents. Alors, je sais bien qu'il y a quelqu'un qui disait que une pomme chaque jour éloignait le médecin, surtout si on visait bien. En dehors de ça, soyons sérieux. Effectivement, la pomme est un bon aliment au niveau de vos dents. Est-ce qu'il faut préférer les fruits secs ou les fruits frais? La réponse, je pense qu'elle est intuitive pour vous aussi, ce sont les fruits frais, parce que dans les fruits secs, le sucre est concentré. Voyons maintenant dans les légumes. Je vous disais que tous les aliments contenaient du sucre. Ben, les légumes, même s'il y en a très peu, dans les champignons, il y a 0,2 g de sucre. Dans les haricots verts, vous avez 3,3 g de sucre pour 100 g. C'est énorme. Les poivrons, c'est aussi intuitif. Vous avez peut-être, en évoquant votre mémoire, le poivron, quand c'est un petit peu cuit, c'est sucré. Et puis, on a des aliments qui contiennent plus de sucre, des légumes plus de sucre. Le pire étant les haricots secs. La betterave, c'est aussi un peu intuitif, puisqu'en plus on sait qu'on peut faire du sucre raffiné à partir de betterave. Ce n'est pas la betterave rouge, c'est une autre betterave, mais c'est quand même quelque chose de comparable. Et vous voyez, là, on n'imagine pas, dans un oignon, vous avez 7 grammes de sucre pour 100 grammes. Dans le maïs, il y a du sucre, ça aussi a un goût un petit peu sucré. La carotte aussi, c'est un peu intuitif. Voilà, donc dans la plupart des aliments, des légumes, vous avez soit peu de sucre, soit du sucre également. Abordons le sujet du chocolat. Est-ce que c'est un bon aliment? Je vous ai posé la question tout à l'heure. La réponse est oui. Je sais bien que ça peut étonner, mais il y a des conditions. Il faut que ce soit un chocolat, pas un chocolat au lait, il faut que ce soit un chocolat noir avec au moins 75% de cacao, surtout pas d'huile de palme. Et ce sont les tanins qui ont une action antibactérienne, les phosphates présents dans le chocolat qui vont diminuer l'acidité en bouche et le magnésium qui est également présent qui va lutter contre l'ostéoporose. Donc là, je sens que tout de suite, vous allez dédramatiser le chocolat. Voyons maintenant le sujet du temps, puisque maintenant nous avons vu les aliments. Pourquoi le temps est important? L'idée, c'est que plus vous laissez un aliment acide et sucré en bouche, plus vous allez risquer de faciliter la vie des bactéries. Et surtout, quand vous mettez un aliment sucré et acide en bouche, vous avez le degré d'acidité de votre salive qui va augmenter. Le pH va diminuer. Et si le pH diminue, vos dents sont beaucoup plus fragiles. Ce qui sous-entend qu'il est préférable, si on vous offre un paquet de bonbons, de manger le paquet de bonbons en 1 heure plutôt que de le manger en 8 jours, parce que vous aurez une seule attaque acide.
Le pire, c'est le cas de la personne qui va prendre 10 cafés par jour et qui va mettre un sucre dans chaque café. À savoir que cette personne va être sans arrêt en zone acide et sans arrêt en zone à risque. D'autre part, dans le temps, je vous ai dit tout à l'heure que le type de carie, la fréquence des caries, c'est étroitement lié à l'âge. Donc, ce ne sont pas les mêmes caries chez le junior que chez le senior. Et à chaque fois qu'on va être en milieu acide et sucré, et surtout chez le junior s'il prend des sodas, on a un gros risque de carie. Alors, je parlais tout à l'heure d'une échelle d'un degré d'acidité. Vous avez ici une petite échelle où vous voyez que là, nous avons une pile électrique qui sait ce qu'il y a de plus acide sur la planète. Là, on ne parle plus toujours d'aliments parce qu'il y a des choses qui ne sont pas comestibles. Ensuite, vous avez l'acidité de l'estomac qui est à 1, c'est ce qui nous permet de digérer. Vous voyez que le citron, on est à 2 de pH. Le soda, on est à 3. La tomate, on est à 4. Oui. Le café, on est à 5. Le lait, on est à 6. L'eau, c'est neutre, donc on est à 7. Ça, c'est la neutralité 7. Votre sang, il est légèrement basique ou alcalin. Le blanc d'œuf également. Les tablettes qui peuvent vous permettre d'agir contre les douleurs, les maux d'estomac que vous pouvez avoir, elles sont à 10. Et puis à partir de là, on passe dans une zone qui est non comestible. C'est les solutions d'ammoniac qui permettent de s'occuper du lymphe, comme le savon, l'eau de javel et puis le déboucheur de canalisation. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une action qui est une action alcaline. Donc, on s'arrête là et le pH peut varier entre des aliments qui sont à 2, de 2 à 10. L'idéal étant de se trouver le plus longtemps possible dans cette zone. Et pour se trouver dans cette zone sans risquer d'avoir des problèmes de carie, puisque le degré d'acidité, vous l'avez compris, varie dans la journée en fonction des aliments que vous allez prendre, c'est à chaque fois que vous prenez quelque chose d'acide et de sucré, comme par exemple un jus de citron, il est impératif de boire un grand verre d'eau après. Comme ça, vous allez faire remonter le degré d'acidité de votre bouche, donc la salive va combler, et on en arrive au quiz où je vais pouvoir vous expliquer encore des petites choses. Donc, on a vu que le chocolat était un bon aliment, que les sodas sans sucre, je déconseille, j'interdis pas, je ne suis pas du genre à interdire quoi que ce soit, mais je déconseille les sodas sans sucre parce que votre cerveau pense que vous avez pris une boisson sucrée et derrière, si votre cerveau pense que vous avez pris une boisson sucrée, la prochaine fois que vous allez prendre du vrai sucre, il va le stocker. Les pommes, on a vu que c'était un très bon aliment pour lutter contre la carie, que le jus de citron, c'était bien à petite dose, donc ce n'est pas vraiment un aliment qui va protéger vos dents. Les chewing-gums, c'est un bon aliment pour protéger vos dents parce que ça va vous forcer à sécréter de la salive, donc à faire remonter le pH de votre salive, surtout si ce sont des chewing-gums sans sucre. Les carottes, c'est un bon aliment au même titre que les pommes parce qu'il y a beaucoup de fibres et comme vous allez croquer, vous allez avoir une action mécanique sur la plaque dentaire. Et les bananes ne rentrent pas dans le cycle des bons aliments parce que vous avez compris que les bananes étaient les aliments, les fruits les plus, faisaient partie des fruits les plus sucrés. Donc, le degré d'acidité varie dans la journée et dépendant de l'alimentation et c'est la raison pour laquelle il faut agir sur la quantité de boissons. Je vous ai dit tout à l'heure, dès que vous mangez quelque chose d'acide ou de sucré ou les deux à la fois, buvez un grand verre d'eau derrière. Vous pouvez même boire du soda si ça vous chante dès l'instant où vous prenez un verre d'eau après. Donc attention au type de boisson. J'ai évoqué tout à l'heure le problème du métier des gens qui avaient tendance à parler beaucoup par leur profession où le tartre est en quantité plus importante. Bien évidemment, des addictions comme le tabac, l'alcool et les substances récréatives vont aggraver le risque de carie. Certains médicaments qui ralentissent la sécrétion de la salive et qui modifient la quantité et la qualité de votre salive. Et avec l'âge, on sait que malheureusement, on salive de moins en moins.
Donc, les deux principaux facteurs, je vous ai dit que c'était le type d'aliment et la fréquence d'absorption. Je vous recommande donc de faire attention à vos choix alimentaires en conclusion, d'éviter les acides, de limiter les apports en sucre, de faire attention à la fréquence, donc ne pas grignoter du sucre, toujours compenser avec de l'eau, avoir une bonne hygiène dentaire, limiter autant que faire se peut les addictions et compenser la prise de médicaments, en particulier les antidépresseurs, par un apport hydrique adapté, donc en buvant plus. Voilà les conclusions sur ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, nous allons pouvoir avoir une phase de questions et également, je vais vous demander de bien vouloir répondre à notre enquête de satisfaction, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas. Les questions seront anonymes. Donc, surtout pas d'inquiétude. Nous avons une demande de parole. Je permets l'activation du micro. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Bonjour. Ouais, bonjour. Oui, moi, je sais qu'en été, je fais beaucoup de citronnade, c'est-à-dire du citron avec de l'eau, mais sans sucre. Est-ce que c'est bien? Enfin, je sais que c'est bon le citron, mais est-ce que c'est bien de consommer cette boisson? Alors, si ça vous fait plaisir, c'est bien, mais comme j'ai essayé de vous expliquer, le citron est un aliment acide. Oui, tout à Donc, fait. vous allez Oui. déminéraliser la surface de l'émail de vos dents. Vous allez ouvrir les petits tubuli. Je pense que vous vous souvenez de la photo que j'avais tout à Oui, l'heure. tout à fait, oui. Et donc, les bactéries vont pouvoir entrer. Alors, il n'est pas question de vous priver de citronnade, donc buvez-en autant que vous voulez, mais derrière, prenez un grand verre d'eau pour faire remonter le Ah, pH de votre salive. d'accord. Donc oui, parce que jusqu'à maintenant, je ne le faisais pas. Sinon, en été, j'aime bien tout ce qui est citronnade, mais que je fais moi-même. Ce n'est pas celle que j'achète. Oui, voilà, c'est très bien, ça vous fait plaisir, mais prenez juste un verre d'eau, vous serez moins exposé au caries. C'est juste un petit D'accord. réflexe à avoir, et en fait, Oui. c'est en ce sens, c'est le sens de la conférence d'aujourd'hui, c'est de dire que une toute petite modification de vos habitudes alimentaires peut vous permettre d'éviter beaucoup de caries. D'accord, merci. Et puis j'ai une autre question aussi. Bon, on en revient un peu au début. Tout ce qui est plaque dentaire, donc c'est uniquement au brossage qu'on peut l'enlever. Euh, mais ça veut dire que quand les gencives saignent, ça veut dire qu'on a des plaques dentaires, c'est ça? Quand les gencives saignent, ça veut dire qu'il y a de la plaque dentaire qui a persisté, puisque j'ai essayé d'expliquer que dans la plaque dentaire, vous aviez essentiellement des bactéries qui venaient se Oui, loger. tout à Les fait. rejets acides des bactéries créent une inflammation au niveau de la gencive. Oui. Et quand la gencive est enflammée, plus l'inflammation est importante, plus la gencive va saigner rapidement. Puisque Oui. dès qu'on a une inflammation, on a la triade classique, c'est rougeur, chaleur, douleur. D'accord. Donc la gencive est sensible, c'est un peu chaud, et c'est rouge parce que c'est gorgé de sang. Donc, ça va saigner beaucoup plus vite. Donc, si vous éliminez la plaque dentaire, il n'y aura pas de bactéries, il n'y aura pas d'inflammation. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie des praticiens qui expliquent qu'une brosse souple, ce n'est pas le bon choix parce que vous ne pouvez pas éliminer la plaque dentaire avec une brosse souple. Ce n'est pas suffisant. D'accord. D'accord. Il Oui, faut parce que au moins une moi, brosse médium. oui, parce que moi, j'ai remarqué que, bon, certaines fois, j'ai les gencives qui saignent et certaines fois, non. Et je comprenais pas jusqu'à maintenant pourquoi. C'est un problème d'efficacité de brossage. Ah, d'accord. Bon, je pense Alors, que là, j'aurais mieux compris. voilà, je vous accorde que c'est une vision un peu différente de tout ce qui a été dit pendant des années. Mais Oui. sachez que cette vision, c'est pas la vision d'Hervé Missistrano. C'est Hervé Oui. Missistrano qui se base sur des études qui ont été faites dans tous les pays nordiques et dans les pays qui nous entourent, que ce soit l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, où vous avez des hygiénistes qui sont présents pour éliminer le tartre et la plaque dentaire, et que dans ces pays où il y a des hygiénistes, il y a beaucoup, beaucoup moins de caries et beaucoup moins de problèmes dentaires. D'accord. Merci bien. Voilà. Le problème, c'est que chez nous, les autorités, pendant très longtemps, ont refusé l'accréditation des hygiénistes Ah, et d'accord. qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle une assistante dentaire qualifiée de niveau 2. Ça va apparaître, mais le problème, c'est que derrière, on ne se donne pas les moyens.
En fait, on en revient toujours à la question qu'on fait relativement peu de prévention chez nous. Alors là, on en fait parce que sous l'impulsion de l'ARCEP et de la MFP, il y a des séances de prévention. Oui. Mais sinon, l'État fait la seule prévention que fait l'État au niveau dentaire, c'est le bilan bucco-dentaire, l'examen bucco-dentaire qui s'appelle MT-Dent, et on dit à tel âge, vous allez chez votre dentiste. Oui, c'est uniquement pour les enfants. C'est uniquement pour les enfants? Non, non, ça marche aussi pour les adultes jusqu'à 20 ans. Ah, d'accord. Et pour les femmes enceintes. Mais le problème, c'est que vous n'avez que deux catégories de personnes dans la population. Vous avez ceux qui vont souvent chez le dentiste, donc ils sont déjà conscients et ça ne leur apporte rien. Et ceux qui n'y vont pas et qui ne sont pas motivés pour y aller. Donc, ça ne sert à rien, cette prévention. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas parce qu'on dit, bah oui, mais quand vous êtes dans ce dispositif, vous êtes remboursé à 100%. C'est faux, puisque de toute façon, tout le monde aujourd'hui a ses soins dentaires. Je parle bien de soins et remboursé à 100%. Je n'ai pas parlé de prothèses, c'est un autre sujet. Il y a aussi le 100% santé, c'est un autre sujet. Je parle de soins. Depuis toujours, les soins sont remboursés à 70% par la sécurité sociale et à 30% par votre complémentaire santé. Ah oui, d'accord. Donc, les soins sont quelque part, entre guillemets, gratuits. Donc, ce n'est pas parce qu'on va dire, parce que vous êtes dans le dispositif de l'examen de prévention bucco-dentaire, que ça va être gratuit. De toute façon, ça l'est. Et donc, je reviens sur l'affirmation que je tenais auparavant. Vous avez deux catégories de gens, ceux qui y vont régulièrement et qui sont prévento-conscients. Donc, cette prévention de l'État ne leur apporte rien et les autres n'iront pas plus. D'accord, oui, en effet. Voilà. Et puis, en ce qui concerne aussi, quand vous avez parlé de fluor, je veux dire, on n'est pas vraiment informé là-dessus pour protéger l'émail des dents. Alors, on l'a été pendant par les quelques enfants, temps. Mais sinon, adultes, non? Alors, adultes, on en parle et vous êtes protégé à votre insu. À savoir que quand vous achetez du sel de table, 9 fois sur 10, il est fluoré. Oui, c'est vrai. Voilà. Et dans les autres boissons, vous avez du fluor en plus ou moins grande quantité. L'eau qui contient le plus de fluor, je crois que c'est la Wattwiller. Wattwiller, Badois, il y a beaucoup de fluor. Le souci pour les enfants, c'est que quand on leur rajoute des gouttes pour leur en donner, il faut faire impérativement un bilan fluoré, sinon on arrive à des fluoroses avec des taches sur les dents. Oui, c'est ce que j'avais remarqué passer un temps pour les enfants, ils avaient des taches s'ils prenaient trop de fluor. Voilà, c'est exactement ça. D'accord, ben merci. C'est moi qui vous remercie. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être mettre fin à la conférence. On a été très clair. Je vais vous remercier de votre attention et puis vous dire peut-être à bientôt parce qu'il y aura sans doute d'autres cycles où vous serez conviés. Donc, merci de votre attention. On met un terme au sondage, Bastien? Oui, tout de suite. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.